Donc bienvenue à cette session, passer d'AngularJS plus Grunt à Vue.js plus Webpack. Et c'est surtout un passage d'Angular à Vue, en l'occurrence. Donc AngularJS, premier du nom, bien sûr, on ne parle pas de migrer d'Angular 2 plus à Vue, ça n'aurait pas grand intérêt, vu que ce sont des frameworks de la même génération. Je me présente, je suis Cédric Le Gallo, je suis consultant, développeur, formateur freelance sur le bassin rennais. Je suis un local. Mon domaine d'expertise, c'est JavaScript en général. Et forcément, comme tout développeur JavaScript, je suis confronté à un écosystème qui évolue beaucoup. Donc on ne peut pas tout connaître en JavaScript, on ne peut pas être expert sur tout. Personnellement, je me suis concentré sur certains frameworks, un peu comme tout le monde. Donc en l'occurrence, mon chouchou du moment, c'est Vue.js. Et je travaille principalement avec celui-ci à l'heure actuelle, mais en tant que formateur, je dispose aussi d'une formation sur Angular 5, d'une formation sur Polymère. Et par contre, je n'ai pas touché à React plus que ça, juste regardé un petit peu ce que ça faisait, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel je me suis concentré. Donc, pendant ces 47 minutes que nous allons passer ensemble, je vais faire une petite introduction pour donner un peu de contexte sur le projet et la technologie. Le gros morceau, celui qui devrait vous intéresser le plus en théorie, c'est comment j'ai réalisé cette migration. Alors pas tout seul, hein, évidemment, mais comment sur ce projet la migration s'est passée. C'est là où il y a des recettes à prendre pour faire pareil chez vous, éventuellement. Une petite partie d'évaluation subjective des résultats de la migration. Qu'est-ce que moi j'en retiens? Est-ce que je suis prêt à recommencer dans un autre contexte ou pas? Et on finira avec une petite conclusion et il devrait rester un peu de temps pour les questions-réponses, si vous en avez. Donc le contexte dans lequel moi j'ai été amené à faire une migration d'AngularJS à Vue.js, c'est une single page application assez classique. 340 000 lignes de code, c'est ni énorme ni un petit projet, ça commence à être pas mal. Ce projet avait déjà des avantages, notamment le principe de séparation des responsabilités était déjà en place. Donc il y avait déjà des modèles, des services, des vues. Alors évidemment, un projet qui vit dans le temps, il accumule de la dette technique. Donc le principe de responsabilité, de séparation des responsabilités n'était pas forcément parfaitement respecté dans l'intégralité du code, mais déjà il était présent. Il y avait déjà eu une phase de conception et donc c'était pas le pire spaghetti code de ma vie. Par contre, c'était une application qui est née en 2012, donc avant Angular 1.5, donc avant l'introduction des composants. C'était donc du code bien legacy dans son immense majorité. Donc on parle bien d'un code qui a vécu plusieurs années avant de se dire, bon, on a accumulé beaucoup de dettes techniques, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la résout en AngularJS? Est-ce qu'on en profite pour se mettre à jour? On a choisi de faire une migration, on a étudié les candidats, et en l'occurrence, on a retenu Vue.js. Vue.js, c'est quoi? C'est Reactive Components for Modern Web Interfaces. Les interfaces web modernes, c'est des single page applications, éventuellement des progressive web applications si on veut aller encore un peu plus loin. Donc ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse puisque tous les frameworks JS front servent à faire des modern web interfaces. Là où Vue.js se distingue, c'est sur la partie Reactive Component. Reactive Component, ça rappelle React, c'est volontaire. Hein. React est une source d'inspiration assez conséquente de Vue.js. Et React est un framework orienté composant également. Donc Vue.js se pose sur le même créneau, comme une alternative à React de ce point de vue-là. Dans Vue.js, on va avoir une approche composant complète et exclusive. On va ne faire que du composant. C'est exactement pareil dans Polymère, Angular 5 et React. C'est une approche composant complète. Vue va se distinguer des autres par sa courbe d'apprentissage, en fait. La grande force de Vue.js par rapport aux autres, c'est que c'est le plus simple à apprendre. C'est celui où vous êtes opérationnel le plus rapidement possible. Et c'est en ça que ça en fait un excellent candidat pour des migrations, puisque dans une migration, il faut maîtriser deux technos, l'ancienne et la nouvelle. Et si on prend une techno ancienne très compliquée et une techno nouvelle très compliquée, c'est un peu plus dur de démarrer. Pourquoi la courbe d'apprentissage de Vue.js elle est si simple? C'est parce que Vue, comme son nom l'indique, se concentre sur la vue. C'est le V de MVC et uniquement ça. Dans Vue.js, il y a moins de choses que dans React, il y a moins de choses que dans Angular.
Du coup, si on a besoin de faire ces choses-là, il faut par ailleurs rajouter ces briques d'une façon ou d'une autre. Typiquement, dans Vue.js, vous ne pouvez pas faire de requête XHR. Alors, en JavaScript, on peut faire une requête XHR, donc il n'y a pas forcément besoin d'un framework qui nous aide à le faire. Mais l'API XHR n'est pas forcément très sympathique. Avoir une abstraction qui simplifie l'utilisation, c'est toujours cool. Cette abstraction, vous l'avez dans les concurrents, vous ne l'avez pas chez Vue. En l'occurrence, la communauté Vue a choisi une librairie qui s'appelle Axios, qui est très très bien, et qui est la plus répandue dans l'écosystème Vue. Mais vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. La liberté, ça veut dire qu'il faut faire un choix. Donc justement, Vue est extensible, soit via des plugins, soit via des librairies. Un composant Vue, ça se présente le plus souvent comme ça. Ça va être un template, parce que pour avoir une interface graphique, il faut quand même à un moment donné afficher des choses. On va avoir dans notre composant des propriétés internes. Vue.js va être le maître absolu de ces propriétés internes, et c'est à peu près la seule chose qu'il possède. Et s'il doit muter, transformer un état, c'est ses propriétés internes de composants à lui, et il ne peut pas, c'est enfermé sur lui-même, il ne peut pas interagir directement sur les propriétés des autres composants. Donc un composant Vue est maître de ses datas, il est le seul à pouvoir les modifier, et c'est la seule chose que lui est capable de modifier. Pour communiquer, il va quand même exposer à son parent, puisqu'on est dans une approche composant, un contrat d'interface d'entrée en lui disant « tu peux m'initialiser telle propriété, telle propriété, telle propriété », avec du contrôle de surface pour dire cette propriété elle est de tel type, tel type, tel type. Des types en JavaScript, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Ces propriétés vont servir éventuellement à initialiser des datas, éventuellement à être affichées par le composant. Par contre, jamais, au grand jamais, il ne pourra les muter. Si vous essayez de muter une props, Vue.js lève une exception et vous faites insulter, votre programme ne marche pas. Pour être réactif, il faut faire de la programmation. Pour programmer, il faut écrire des fonctions. En l'occurrence, des méthodes dans le composant. C'est en général à l'intérieur de ces méthodes qu'on va venir modifier les datas. Et comme Vue.js est réactif, la modification des datas entraîne automatiquement un rafraîchissement de l'interface vers l'utilisateur. Alors éventuellement, on veut aussi notifier le reste du monde qu'on a fait des choses en tant que composant. Donc on va également avoir un contrat d'interface de sortie. En l'occurrence, c'est implémenté par un producteur-consommateur, un BedPubSub, à base de $emit, $on, ou $emit à Devon Listener à la sauce Vue. Donc si on veut dire j'ai fait quelque chose, on envoie, on balance en l'air un événement. Donc ici il s'appelle topic. Éventuellement on donne des paramètres et chacun en fera ce qu'il voudra, et moi j'ai lancé ma pierre dans l'eau, je m'en occupe. Et il y a quelques fonctionnalités un petit peu plus avancées, comme des computed properties. Ça va être des props qui vont avoir de l'intelligence logique. Ça, si vous êtes familier de S 2015, c'est le getSet, sauf qu'en Vue.js, vous allez devoir écrire ça dans un computed. Des mixins pour faire un petit peu d'héritage par duck typing, et des points d'entrée sur le cycle de vie du composant, puisque évidemment, le composant va être instancié par le framework, inséré dans l'application concrètement visible de l'utilisateur par le framework, et le cas échéant détruit par le framework. On peut, en tant que développeur, interagir avec ces étapes-là. Ça va nous servir pour quand dans AngularJS, on utilisait également les hooks de type $init, $destroy, etc. Le template, qui est donc la force graphique de Vue, vient du coup avec un langage de template. Les possibilités sont assez standards. On va avoir de l'interpolation pour faire de l'évaluation d'expression JavaScript directement dans la page, donc avec la double moustache pour le corps de balise et avec un binding pour les attributs, donc la syntaxe 2 points. On va éventuellement pouvoir utiliser des filtres pour formater la donnée d'une certaine façon pour l'utilisateur. On va évidemment avoir des conditionnels et des boucles avec les directives vif et vfor. Le binding en Vue, comme dans tous les frameworks de la génération actuelle, est unidirectionnel. On va d'un composant parent vers un composant enfant en passant des propriétés. C'était le props du slide d'avant. Et on va du composant enfant vers le composant parent en émettant des événements. C'était le $emit du slide d'avant. Cas particulier, la saisie d'un formulaire. On a besoin à la fois d'initialiser les champs du formulaire pour l'utilisateur, donc d'aller du composant vers la vue, et si l'utilisateur
saisit quelque chose, de notifier le composant du changement d'état de l'utilisateur. Donc là, on a besoin d'un binding bidirectionnel, et pour ça, on va également avoir une directive v-model. Pour ceux qui ont fait de l'Angular 5, ça devrait leur rappeler quelque chose. Pour le coup, Vue était là avant. Deux syntaxes pour le binding, soit le 2.href qui est le raccourci, donc ça veut dire je bind l'attribut href de ma valise A à la propriété URL de mon composant. Donc ce 2 points signifie ça. Une version plus longue, puisque 2 points c'est juste un raccourci, vers la directive v-bind. Cas particulier, enfin pas cas particulier du tout d'ailleurs, les attributs HTML que l'on peut data binder, on peut tous les binder, il n'y a pas de souci. Les props d'un composant enfant se comportent exactement de la même façon. Donc si moi en tant que composant j'ai une props Toto, mon composant parent va pouvoir faire, lui quand il me déclare, soit Toto égale, et dans ce cas-là ce sera une chaîne de caractères statique, soit 2.Toto égale, et dans ce cas-là ce sera un binding d'expression vers son propre état interne de composant parent. Et c'est comme ça qu'on relie propriété par propriété des états d'un composant à un autre. Et c'est pour ça que les props ne doivent pas être mutés, puisque la plupart du temps, ma props de moi composant enfant, elle est reliée à une data de mon composant parent. Et si je venais à muter cette props, je serais en train de modifier l'état de mon composant parent, et ça, c'est pas acceptable, du point de vue du principe de séparation des responsabilités. On va avoir également une directive pour réagir aux événements. Donc pour faire du onClick, onKeyUp, etc. Celle-ci, c'est elle s'appelle v-on, nom de l'événement. Elle a également un raccourci qui est arrobase. Pareil, on a les événements classiques HTML qui sont disponibles, click, keyup, etc., etc. Et tous les événements de sortie de mon composant enfant. Typiquement, tout à l'heure, topic, en tant que composant parent, je peux y souscrire en faisant @topic égale, et je le relie à une de mes méthodes internes de composants parents. Un truc sympa qui est introduit en Vue.js, c'est les modifieurs d'event à la déclaration. Donc, en tant que développeur JS, vous avez probablement tous écrit un jour event.stopPropagation, event.preventDefault. En Vue.js, vous pouvez faire tout simplement event.stop.prevent et c'est gratuit. Alors, pour poursuivre dans les nouveautés de la techno, on a vu Vue, donc on va aller d'Angular à Vue. On a aussi parlé de Webpack. On va aller de Grunt avec Webpack. Mais Webpack, c'est quoi? C'est avant tout un module bundler. Ça veut dire qu'on va pouvoir importer des fichiers dans d'autres fichiers. De base, importer des fichiers JS dans des fichiers JS. Donc c'est ce qu'on fait depuis la nuit des temps en Node.js avec Require et depuis ES 2015 avec import-export. Webpack va être compatible avec les deux syntaxes, entre autres d'ailleurs. Mais ça va un peu plus loin. Webpack est extensible avec des loaders, donc il va être capable de gérer des fichiers JS dans des fichiers JS, mais via les loaders, il va être capable de faire du JS dans du HTML, du CSS dans du JS, du whatever vers du whatever, tant qu'il y a un loader correspondant. Du coup, il est plurilinguistique, et quel que soit votre stack logiciel, vous allez trouver sur le web des loaders correspondants, et donc vous allez pouvoir faire une configuration Webpack qui matche votre projet. Ce que je viens de dire. En l'occurrence, dans le cas de notre migration, Webpack va être capable de fonctionner à la fois avec AngularJS et les technos qu'on utilisait à l'époque, et avec Vue et les technos qu'on va utiliser désormais. Et en plus, il fournit quelques outils pour le développement. Le principal outil étant le Webpack Dev Server, dont le principal intérêt, c'est de fournir le hot module reload. C'est-à-dire, c'est un module bundler, on charge des fichiers dans des fichiers. Quand en tant que développeur, vous faites une sauvegarde sur un fichier, le live reload, tout le monde connaît, votre navigateur se remet à jour intégralement, tout seul, vous n'avez pas besoin de faire F5. C'est cool, mais dans le cas d'une application un petit peu conséquente, qui est longue à charger, chaque fois que vous sauvegardez un fichier, vous prenez n secondes de rechargement en tant que développeur, surtout que souvent, ce n'est pas optimisé parce que vous n'avez pas fait la phase de Glyphi, ce qui est logique, vu que vous voulez débugger. Donc c'est assez coûteux en temps de développement de devoir attendre que votre navigateur se rafraîchisse. Le hot module reload, ce qu'il fait, c'est vous avez modifié tel fichier au fin fond de votre arborescence d'inclusion. Je ne recharge que celui-ci dans le navigateur et vous n'avez pas toute la page qui se recharge, mais juste la toute petite brique que vous venez de sauvegarder, fichier par fichier.
Ça, par contre, ça n'est possible que pour les inclusions qui sont bien faites en cascade, en arbre. Si vous importez tous vos fichiers dans index.html, même via Webpack, et ce sera index.html qui, au final, sera rechargé, et donc toute votre application. On va y revenir. Voilà, ça, c'était pour qu'on ait tous à peu près le même vocabulaire. C'est quoi Webpack, c'est quoi Vue. Normalement, vous avez tous c'est quoi AngularJS, c'est quoi Grunt. Et donc, parlons de la migration à proprement parler. La première étape qui est optionnelle, mais que je recommande fortement, c'est de se débarrasser de Bower. Pourquoi? Parce que Bower a été deprecated il y a 18 mois maintenant, au profit de Yarn ou NPM. Mais il est probable que quand vous avez commencé votre projet AngularJS, vous avez utilisé éventuellement Yeoman, mais très certainement Bower, parce que c'était le standard pour les dépendances front à l'époque. Du coup, se débarrasser de Bower, ce n'est pas forcément si simple que ça. Il va falloir trouver les versions NPM correspondantes aux dépendances que vous utilisiez. Je recommande chaudement d'en profiter pour faire un upgrade, parce que éventuellement certaines failles de sécurité de vos dépendances ont été corrigées, éventuellement des nouvelles features ou des bugs fonctionnels ont été corrigés. Cependant, version égale, fonctionnel égale, montée de version, risque de régression. Donc déjà, là, on prend un petit coup dans les dents. Et dans le pire des cas, il y aura pas de la dépendance aura totalement arrêté son développement et donc n'aura pas été portée sur NPM suite à la dépréciation de Bower. Et dans ce cas-là, vous avez deux cas de figure. Soit vous restez sur Bower pour ces dépendances-là, on va voir comment on peut le traiter. Soit vous cherchez une autre librairie qui fournit le même fonctionnel, mais du coup, ce ne sera pas la même API, donc vous allez devoir repasser sur votre code à cet endroit-là. Soit complètement vous dépréciez la fonctionnalité chez vous et vous virez du code, ça ne sert plus à rien. Une fois que vous avez trouvé vos dépendances, vous avez donc un beau package.json qui remplace votre bower.json. Pour que ça fonctionne, vous avez juste à remplacer les chemins dans l'endroit où vous incluiez vos bower components underscore chemin vers ma dépendance.js. Vous remplacez par node modules chemin vers ma dépendance.js. Et ça continue de fonctionner. Vous avez déjà commencé à faire un lifting de votre stack avec des montées de version de dépendance et donc vous êtes plus secure et éventuellement vous avez fait des bug fixes sans vous en rendre compte. Ça continue de fonctionner avec votre stack Grunt Angular sans problème. La deuxième chose dont on va chercher à se débarrasser, si on choisit de faire une migration, c'est de Grunt. Pourquoi on va chercher à se débarrasser de Grunt? C'est pour deux raisons. La première, c'est pour bénéficier du loader pour les fichiers vus, parce que c'est plus sympa d'écrire les fichiers vus, vous trouverez plus de documentation et de tutos avec la syntaxe que je vous ai montré il y a quelques slides. Et la deuxième, c'est pour bénéficier du HMR, pour éviter d'avoir un F5 sur votre application pendant que vous développez, parce qu'effectivement, c'est quelques secondes que vous prenez à chaque rechargement. À la longue, ça coûte. Donc la conf Webpack minimale dont vous allez avoir besoin pour travailler, c'est celle-ci. C'est une conf classique JS, HTML, CSS. Si vous avez du Sass, du Less, du Stylus, autre chose, vous rajoutez forcément les loaders correspondants. La seule particularité importante dans cette conf, c'est qu'on va utiliser l'ng-annotate loader, qui est donc une extension Webpack pour dire si on utilise AngularJS dans les fichiers JS, ce qui est notre cas, puisqu'on vient sur un projet AngularJS, et qu'on utilise l'ng-annotate, ce qui est le cas dans la majeure partie des projets AngularJS, puisqu'on n'a pas envie de copier-coller deux lignes dans chacun de... L'ng-annotate, ce qu'il fait, c'est que vous avez vos dépendances dans vos Angular modules, components, services, et normalement, vous devez explicitement dire à AngularJS d'injecter les dépendances. Donc vous mettez une deuxième ligne qui est un tableau de chaînes de caractères, et les chaînes de caractères sont exactement le même nom que les noms de variables que vous utilisez dans le constructeur de votre app service, app module, app Angular. Donc vous copiez-collez une ligne et vous rajoutez les guillemets, et vous mettez des crochets, et voilà, vous faites ça dans tous vos fichiers AngularJS. ng-annotate, il dit si la chaîne de caractères a la même valeur que la variable, alors on n'a pas besoin de mettre le tableau et on économise une ligne. Donc, la majeure partie des projets AngularJS l'utilisent d'ailleurs toujours. Pour que ça marche avec Webpack, puisqu'il y a bien quelqu'un qui vient faire cette injection de dépendance à un moment donné, c'est le ng-annotate. Pour que ça marche avec Webpack, il faut rajouter le loader correspondant. Pour le reste, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Juste si,
Par malheur, vous avez gardé certaines dépendances Bower. Vous devez rajouter pour la construction de prod une copie de votre Bower Components vers dist, puisque Webpack, outre le dev server dont j'ai déjà parlé, fournit également la partie construction de votre livrable, donc le build de votre livrable. Et donc pour ça, pour construire, il faut bien tout mettre, dont les Bower Components. Donc il y a juste ce copy Webpack plugin à rajouter par rapport à une conf vraiment standard. On a fait ça, ça marche, puisque index.html, c'est notre fichier d'entrée. Sauf que tant qu'à faire de passer à Webpack et donc d'avoir un module bundler, on va arrêter les imports de script dans index.html. On va faire des imports de script avec le module bundler, ce qui va se présenter comme ça. Pour les dépendances qui exposent une variable globale, ce qui est le cas d'Angular qui expose Angular, ce qui est le cas de jQuery qui expose jQuery, on va utiliser l'exports loader. Ça va nous mettre dans Windows, donc namespace global, la variable Angular va récupérer l'export par défaut d'Angular min.js. Donc en gros, on met Angular dans la variable Angular. Au passage, vous pouvez faire un renommage si vous voulez. Si vous avez des conflits de nommage, vous pouvez les gérer là. Pour toutes les autres dépendances qu'on utilisait jusqu'à présent, qui étaient donc des inclusions de script, on va tout simplement dire bah, tu inclus le script. Et ça, c'est le script loader qui le fait. Voilà, on est prêt à commencer à migrer notre application d'AngularJS à Vue.js. On a mis notre stack à jour avec Vue. Comment on passe d'AngularJS à Vue.js? On va le faire progressivement, étape par étape, parce que tout migrer d'un coup, 340 000 lignes de code, ça prend un peu de temps. Pour ce faire, il y a une librairie qui va nous aider, c'est ngVue, qui va permettre d'inclure des composants Vue dans des directives composants modules Angular. Comment ngVue fonctionne? Bah, il dépend d'Angular, forcément. Il dépend de Vue, forcément. On inclut le script. Et pour tous les composants Vue.js que vous voulez inclure dans votre application Angular, vous les importez. Donc ici, j'en ai un qui s'appelle vComponent. Vous rajoutez ngVue à vos modules Angular là où vous en avez besoin. Donc Angular module, bah, y a tous les services, constantes, factory que vous voulez utiliser. Et vous rajoutez ngVue. Et ngVue fournit deux choses. La propriété value qui va permettre de rebinder notre composant Vue à un nom que je donne qui va aller dans un dictionnaire géré par ngVue qui va permettre la construction des composants ngVue. Et dans vos templates Angular, vous avez la directive Angular, Vue-component. Vous lui mettez un petit nom qui correspond à celui que vous avez mis à la value. Et vous pouvez passer des propriétés, qui vont souvent être dans votre contrôleur, aux props du composant Vue via vprops, si vous voulez passer tout un objet, ou vous pouvez faire vprops-prop1 égale binding 1, vprops-prop2 égale binding 2. C'est ce que fournit ngVue. Après, comment ça va se passer? Bah, tout simplement, les directives éléments vont devenir des composants Vue, les directives attributs vont devenir des directives Vue, les filtres vont devenir des filtres, et les contenus qui étaient auparavant dans des scopes vont être soit injectés dans les props ou data. Les méthodes du contrôleur vont être soit des méthodes du composant Vue, soit des hooks sur le cycle de vie, en fonction de comment elles étaient utilisées en Angular. Et s'il y avait d'éventuelles méthodes statiques ou des services, on va les externaliser dans des services JavaScript de base. Donc, étape par étape, là où vous avez un Angular.component, vous avez en règle générale des bindings, vous avez évidemment un template URL, vous avez la plupart du temps un contrôleur avec éventuellement des dépendances, et dans ce contrôleur, des membres privés et des méthodes, et éventuellement de la runInit, de la runDestroy. En Vue.js, ça va devenir un composant Vue avec son template qui était le contenu de votre fichier HTML Angular, avec bien sûr quelques adaptations pour les directives et autres et binding que vous aviez. Les dépendances sont tout simplement importées en module bundler avec la syntaxe d'import ECMAScript. Ce qui était dans bindings, vous le mettez dans props. Ce qui était dans le contrôleur en membre privé, vous le mettez dans data. Ce qui était du $init, $destroyed devient du created, destroyed.
Et les autres méthodes, vous les mettez dans Methods. Donc c'est assez 1-1. Il y a forcément de la réécriture, hein, on a changé de contexte, mais ça se passe plutôt très bien sur les components, parce qu'on est déjà sur cette approche component, on a déjà toutes les notions au même endroit. Pour les directives element, donc c'est quand vous avez un restrict E sur une Angular directive, c'est déjà un peu plus compliqué parce que votre contrôleur n'est pas aussi isolé que dans le cas d'un component. Et vous n'avez pas les bindings, vous avez un scope qui n'est lui-même pas aussi isolé non plus que le bindings du component. Donc la transposition va quand même être la même, les scopes vont se retrouver dans les props, les méthodes dans le contrôleur, dans le hook de cycle de vie, etc. Mais vous aurez sûrement beaucoup plus d'adaptation sur votre code parce qu'il va déjà falloir au préalable avoir isolé le scope convenablement pour le composant. Vous ne pouvez pas partager des scopes en Vue.js. Les composants, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont fermés sur eux-mêmes. C'est là-dessus qu'il y a la plus grosse difficulté. Pour les directives attributs, donc un restrict A, là c'est plus simple parce qu'on a moins de choses. On a juste un contrôleur qui vient modifier l'état du composant Angular ou de la directive element Angular. Et c'est exactement le rôle de la directive vue. D'ailleurs, j'ai parlé un peu plus tôt de l'influence de React sur la création de vues. Il y a également une influence très forte d'AngularJS sur la création de vues, puisque les directives s'appellent des directives et les filters s'appellent des filters, là où ils ont été beaucoup plus justement renommés en pipe, d'ailleurs, dans Angular 5. Par contre, les frameworks ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Et on peut faire moins de choses avec une directive Vue qu'avec une directive Angular. Par contre, la plupart des choses qu'on faisait avec une directive Angular, on va pouvoir le faire sans problème avec une directive Vue. Pour tout ce qui est service, constant et factory, là c'est vraiment on ne peut plus simple. On va tout simplement écrire du JavaScript. Parce que JavaScript, il sait faire du service. C'est une programmation fonctionnelle. Un service, c'est ce que fait un service, c'est de rendre des fonctions possibles, des méthodes possibles, des actions possibles. Donc pourquoi s'enquiquiner à avoir une surcouche? Alors la réponse à l'époque d'AngularJS, c'était pour avoir l'injection de dépendance, qui ne se faisait pas, hein, on n'avait pas les syntaxes d'import-export, on n'avait pas de moteur d'injecteur de dépendance. Donc il y avait besoin de ça en 2011 et en 2010 quand Angular s'est créé. Aujourd'hui, on a moyen d'écrire des classes, de mettre des méthodes statiques, de faire des imports-exports. On a dans le langage JavaScript de base tous les outils nécessaires pour faire de la programmation service facilement. Donc autant le faire. C'est beaucoup plus facile en 2018 de se dire bah oui, mais pourquoi c'était pas fait comme ça avant? La réponse en fait c'est parce que c'était pas possible. Et ce qu'on peut faire pour les services, ça fonctionne aussi très bien pour les factories et les constantes puisque ça reste de la programmation purement fonctionnelle et objet. Mais JavaScript est aussi un langage objet. Donc on n'a pas besoin de chercher midi à 14h, on revient aux sources. Pour les filtres Angular, je l'ai un peu spoilé tout à l'heure, on va utiliser également VueFilter, avec une grosse différence, c'est que les filtres Angular permettaient de prendre n'importe quoi en entrée et de cracher n'importe quoi en sortie. Il fallait bien chaîner ces filtres pour être sûr de bien travailler. Un filtre Vue, il est forcément à destination de l'interface utilisateur, même si on peut également les chaîner. Donc, il émettra forcément une chaîne de caractères en sortie. Il peut prendre n'importe quoi en entrée, par contre, en sortie, il retourne une string. Donc voilà, on prend notre premier composant Angular, on le migre en Vue, ça se passe bien. On l'inclut dans notre application Angular grâce à ngVue. C'est bien. Et après, on en fait un deuxième, puis un troisième. C'est lourd, ça cohabite. Donc, on va chercher à se débarrasser d'ngVue le plus rapidement possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir à la conception composant de notre application. Donc, tous les frameworks composants ont le même raisonnement. Votre application graphique, c'est un arbre de composants avec une racine. En l'occurrence, c'est ngapp, la racine d'une application AngularJS. Il y a déjà une racine dans AngularJS. Il y a une racine dans React, il y a une racine dans Vue.js. Et la racine de notre application, c'est index.html. Là-dedans, il y a dans le template ngapp quelque part, qui est à l'heure actuelle notre racine d'application AngularJS. Quelque part dans notre arbre AngularJS, on a mis un premier composant Vue. De ce composant Vue, on va remonter, c'est une feuille, branche par branche, jusqu'à arriver au tronc, index.html. Donc on va avoir toutes les feuilles d'une branche qu'on va mettre en Vue.
puis la branche, on la porte en vue, et là, les 3 feuilles ngVue qu'on avait deviennent juste des composants vus dans un composant vue parent. Ce composant vue parent est lui inclus avec ngVue dans AngularJS. Puis on fait tous les branches sœurs de cette branche Angular-là pour être sur une plus grosse branche, et ainsi de suite. On remonte toute une partie de l'arbre jusqu'à arriver au tronc. Quand on est au tronc, donc à index HTML, on sort le ngVue de notre home controller, ou app controller, en fonction de comment vous l'avez appelé, c'est par les conventions, et on crée un deuxième arbre à côté de notre arbre Angular, qui va être notre arbre vue, qui a le même point de départ, en l'occurrence index HTML. Donc on a bien le ngapp et le ngVue pour les vues Angular. On rajoute un point d'entrée pour l'application vue, et on démarre une application vue. Oui, alors je n'ai pas précisé, on pense à inclure le VueLoader dans Webpack pour que ça fonctionne. Il me manque un slide, ou il est plus loin? J'ai perdu un slide. Startvue.js, qui est peut-être beaucoup plus loin, mais il devrait être là, va contenir quoi? Eh ben, il va contenir ça. Donc en fait, c'était le slide d'avant. Il va faire le new vue, donc démarrer la branche Vue.js de votre application, avec l'élément .vueapp, qui est donc bien ce fichier-là. Et donc là, vous n'avez plus du tout d'ngVue, temporairement, dans votre application. Vous avez votre application AngularJS, qui fait route 1, 2, 8, 12, puis votre application vue, qui a juste une route pour le moment, que vous avez intégralement migrée. Vous n'êtes plus dépendant de ngVue, qui ne sert qu'à la transition. Et vous recommencez avec la branche suivante. Petit à petit, vous vous débarrassez de la partie AngularJS. J'ai parlé de Webpack Dev Server. À partir du moment où vous avez dans index.html votre application vue, le HMR fonctionne, le rechargement de modules fonctionne pour toute la partie vue. Donc si vous avez de la maintenance sur la partie vue, ça y est, vous commencez à avoir un bénéfice sur l'expérience développeur. Par contre, la partie AngularJS, elle reste dépendante de son époque. Donc à part si au préalable, vous faites une première passe où vous transformez toute votre application AngularJS en import-export, mais la passe est conséquente pour le coup, vous faites double peine, ou si vous les utilisiez déjà avant, les modules bundler, dans quel cas ça marchait déjà avant. Vous avez d'un côté le F5 classique sur AngularJS, et de l'autre le HMR sur les parties vues. Et là, vos développeurs commencent à être très contents. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, une fois qu'on a migré toutes les branches vers Vue.js, tout simplement enlever les directives ngapp et ngVue, supprimer tous les imports vers les dépendances AngularJS qui traînaient dans votre main.js, et profiter de votre application intégralement migrée sur une nouvelle stack logicielle. Ce que moi j'en retiens, on va commencer par les points positifs. Le premier point, c'est que ça marche. Les deux technos cohabitent très bien. Et déjà, c'est cool. Ça veut dire qu'on peut le faire. On peut prendre son temps pour migrer. Le second, c'est à partir du moment où on a remonté toute une branche, la maintenance sur cette branche-là devient plus sympa pour le développeur. Donc, c'est le fait d'avoir le HMR. Et la troisième, c'est que moi, j'apprécie beaucoup ce genre de tâches de migration. J'en ai fait plus d'une. Pas forcément avec des technos aussi sexy que ces deux-là. C'est une tâche où c'est nous, les développeurs, qui avons la main mise sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça va se faire, et les référents fonctionnels du projet n'ont pas leur mot à dire, ils ne savent même pas de quoi ça parle. C'est une migration purement technique. En contrepartie, c'est souvent difficile à vendre. Les points un peu moins bien. Pendant la cohabitation, c'est double peine. Il faut être bon en AngularJS et il faut être bon en Vue.js parce qu'il faut maintenir les deux codes. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus glop. La compilation Webpack. Donc ça, j'en ai pas parlé. Un live reload node, vous modifiez un fichier, il fait F5. Il n'en a rien à faire de savoir si votre code plante ou pas. Il ne fait pas de pré-pass, de pré-build au moment du développement. Webpack rajoute forcément une petite couche de pré-build. Alors, dans cette couche-là, vous mettez ce que vous voulez, mais en général, il y aura le linter qui va passer. Et de base, de toute façon, il va passer dans ces loaders pour reconstruire l'application, pour mettre les bons modules dans le WebSocket au bon endroit. Donc, à chaque fois que vous faites une sauvegarde de fichier, il y a Webpack qui fait un truc en plus avant d'envoyer la mise à jour. Et ce truc en plus, il prend un peu de temps.
Dans le pire des cas, on était à 2 secondes, 2 secondes 5. Donc, à chaque sauvegarde, vous prenez 2 secondes 5. Alors 2 secondes 5, c'est moins long que le F5 de 5 à 10 secondes. Donc pour la partie en HMR, c'est bien. Par contre, pour la partie en AngularJS, c'est 2 secondes 5, plus le live reload de 5-10 secondes. Ça fait mal. Ça fait très mal. Donc pendant un certain temps, qui est le temps de la migration, on perd quelque chose. Très important à prendre en compte avant de se lancer. Voilà, c'est justement ça, le rafraîchissement de toute la page pour AngularJS, en plus de cette compilation. Ce qui est horrible, c'est la performance pendant la migration. Votre application AngularJS, le Yessi, elle avait un certain taux de performance. Vous rajoutez une librairie, éventuellement des dépendances, éventuellement des librairies de composants. De base, vous faites monter l'empreinte mémoire de votre application, même si vous n'écrivez aucun composant vu, de base, vous perdez en performance. Donc, de la même façon qu'en tant que développeur, pendant la migration, on a une double peine, on a aussi, en tant qu'utilisateur final du produit buildé, une double peine pendant les étapes, pendant les livrables de la migration. Et le coût de la migration. Migrer 340 000 lignes de code, et ça veut dire repasser sur 340 000 lignes de code et à un moment donné les réécrire. Et donc vous pouvez être le plus rapide du monde à cracher du code, ça prend quand même du temps de migrer taille de votre application. Le retour sur investissement financier n'est probablement pas au rendez-vous dans une telle migration. Mais il y a aussi des trucs géniaux. La première chose, c'est qu'on va passer sur ces 340 000 lignes de code. Pendant ces 340 000 lignes, pendant ces 6, 10, N années où vous avez codé, vous avez accumulé des dettes techniques. Vu que vous repassez sur tout le code, c'est le moment de refaire des phases de conception ou de la réduire. On met tout le temps un to-do parce qu'on le fera quand on aura plus de temps et on ne les traite jamais. Là, pour le coup, on va repasser dessus, donc on peut traiter. Ça ne prendra pas plus long de les traiter, en fait. Les nouvelles parties en Vue.js, c'est une techno qui est d'actualité, là où AngularJS, c'est une techno qui est d'une génération avant. C'est pas une mauvaise techno, elle marche très bien, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus horrible d'écrire, mais c'est moins agréable. En tant que développeur, c'est moins sympa d'écrire du AngularJS, même avec Angular Component, que d'écrire du Vue.js. Donc ça, c'était cool aussi. Et à contrario, je parlais de la performance pendant la migration. Vue.js est naturellement plus véloce que AngularJS parce qu'ils ont appris des défauts de AngularJS vu qu'ils sont arrivés après. Donc il y a moins de watchers dans tous les sens, il y a moins de two-way data binding dans tous les sens, il n'y a pas de gestion de dépendance. Il y a eu l'arrivée du Virtual DOM avec Vue 2.0 et l'arrivée du Virtual DOM, ça a boosté les performances de React comme pas possible. Pareil, Vue en se mettant sur Virtual DOM a boosté ses performances. Lors du passage de Vue 1 à Vue 2, le boost de performance était énorme. Donc, dans la performance après la migration, une fois que vous avez fait toute votre application, même si vous n'avez pas réduit la dette technique qui contribue en plus à améliorer les performances, elle est meilleure, parce que de base, le framework est meilleur. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vendre éventuellement à un client, c'est de dire, là, ton application, elle est un peu poussive, elle commence à ralentir beaucoup. Soit on se lance dans une phase d'audit refacto de notre code AngularJS et puis ça va tenir le temps que ça durera, soit on se met sur une nouvelle stack plus moderne et on bénéficiera d'avancées technologiques en plus de faire ça. Et là, vous pouvez du coup avoir l'occasion de réduire toutes les dettes techniques. Ça passe ou ça passe pas. Si on fait le bilan global, il y a 2 cases à opposer, vraiment, là-dessus. C'est le ROI, ça coûte de migrer, sur la performance après. Elles sont volontairement sur la même ligne. C'est est-ce que ça vaut le coup de le faire ou pas? Ça va dépendre essentiellement de ça. Conclusion, est-ce qu'il faut migrer d'AngularJS à Vue.js? La réponse courte, c'est non. Parce que migrer une stack technique, je viens de le dire, ça coûte cher et c'est souvent une mauvaise idée, surtout si elle est déjà récente et on ne peut pas dire qu'AngularJS soit un dinosaure. C'est moins bien parce que c'est plus vieux, mais ça reste une belle techno. Le ROI sera rarement rentable financièrement. Cependant, si vous voulez faire plaisir à vos développeurs, si vous avez accumulé beaucoup de dettes techniques et que ça commence à se sentir sur les performances de votre application, vous allez devoir faire quelque chose de toute façon. Et ce quelque chose, c'est peut-être le bon moment de faire quelque chose de vraiment bien et donc de faire un lifting, que ce soit avec React ou Vue. Vue, encore une fois, est le meilleur candidat pour sa courbe d'apprentissage facile. Et beaucoup de choses qui parlent syntaxiquement avec AngularJS, mais ce n'est pas le seul candidat.
Donc si vous commencez à vous poser la question de faire une migration à cause de votre application, alors oui, il va falloir y aller parce que ça va permettre de stimuler vos équipes qui vont pouvoir refaire de la conception et de remettre de l'intelligence là où il faut sortir telle feature majeure à la fin de la semaine parce que le client il en a absolument besoin, sauf que vous n'étiez pas prévenu au début du sprint 3 mois plus tôt et toute ressemblance avec une situation qui s'est déjà produite et pas du tout fortuite. Donc on donne du pouvoir aux développeurs et ça c'est cool. Et sur le long terme, si votre application doit vraiment vivre, c'est l'occasion de gagner du temps et de l'argent parce qu'une fois que vous avez fini votre migration, vous avez une application plus performante, vous avez un développement qui gagne du temps grâce au HMR et vous allez avoir réduit votre dette technique, donc fatalement beaucoup de gains. Donc si votre application doit vivre longtemps, là le ROI il peut commencer à se poser. Mais si vous faites de la migration AngularJS vers Vue.js, et que dans 5 ans, il y aura une nouvelle génération qui sera encore plus mieux et que vous recommencez, je ne suis pas sûr que vous aurez récupéré vos billes. La question, c'est pas est-ce que je dois migrer ou pas, c'est quand est le bon moment pour migrer. Il y a un moment donné où c'est le bon, et c'est là où le curseur n'est pas facile à positionner, puisque c'est tout simplement un curseur coût-gain, et pas facile. Est-ce que moi je le referais ? Fort de mon expérience, oui. Mais je chercherai à faire aller beaucoup plus vite la migration parce que, voilà, comme j'ai dit, les clients, c'est pas facile à convaincre. Ils veulent toujours rajouter du fonctionnel en même temps et donc la migration se fait en parallèle de l'ajout de fonctionnalités. Et donc l'effort n'est pas 100% consacré là-dessus. Et pour le coup, l'effort était plutôt 15-20% de la force de développement consacrée à la migration et 80% à la vie normale fonctionnelle de l'application. Du coup, ça a fait que la période de cohabitation a été plus longue que nécessaire. Et comme c'est elle qui fait très mal sur le ROI, c'est là où j'ai perdu sur cette première expérience. Et donc, si je devais le refaire, ce serait en m'assurant auparavant que cette période de migration sera la plus courte possible. Et si cette période de migration peut être courte, alors le ROI sera bon. Donc si vous avez une plage temporelle en tant qu'équipe, où vous savez que vous allez pouvoir rentrer une belle énergie consacrée à ça, oui, il faut réaliser la migration. Vous allez en tirer déjà du bonheur de vos équipes, parce que c'est une tâche technique, et de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes sur le moyen ou le long terme. Et avez-vous des questions ? Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question, c'est comment faire cohabiter Vuex, donc utiliser le store de Vue avec les services, avec AngularJS. J'ai pas de solution pour injecter Vuex dans Angular, donc tu le fais pas. Par contre, un store qui sera capable de se comporter avec les deux, c'est Redux. Redux fonctionne très très bien avec Vue et Redux fonctionne très très bien avec n'importe quoi. Donc tu vas pouvoir faire du Redux avec de l'AngularJS. Par contre, Redux, c'est pas aussi simple à mettre en place dans une application Vue que Vuex, fatalement. Mais au moins, tu vas pouvoir le faire cohabiter avec les deux. Mais Vuex est trop lié à Vue, donc à moins va falloir reprogrammer intégralement un proxy quelque part pour faire rentrer ça au chausse-pied. C'est de l'énergie qui risque de faire très très mal. Par ici. Par contre, juste le temps qui descend, tu peux quand même mettre Vuex sur ta partie en Vue. Mais tu ne la mettras pas dans ta partie Angular. Tu peux quand même utiliser Vuex sur tes parties Vue si tu en profites pour reconcevoir ces parties-là. Mais... Voilà. Là où si tu fais le passage en classe, tu peux l'injecter aussi bien dans l'un que dans l'autre très facilement. Ouais. Alors moi, ma question, ça serait, j'ai une autre solution qui me vient à l'esprit. J'ai pas eu le temps beaucoup d'y réfléchir, donc c'est peut-être stupide. Mais pourquoi pas avoir fait un compromis, d'avoir commencé à garder le legacy, à créer une nouvelle application Vue à côté, et de rajouter un reverse proxy par-dessus, et pour en fait
passer d'une page de AngularJS à Vue de temps en temps et migrer petit à petit en fait et de pas récupérer le legacy directement dans Vue.js en fait et vraiment de repartir à zéro, mais vraiment avec le reverse proxy pour jouer en fait et petit à petit tuer l'AngularJS. À cause des routeurs. Le routeur, il est... Tu peux difficilement gérer 2 domaines différents au niveau du routeur d'AngularJS. Parce qu'avec quand je parlais de compromis, en fait, ça serait de rajouter un rafraîchissement de page en fait quand tu passes de Vue.js par exemple à Angular. Donc c'est un compromis à faire, donc le client il accepte ou non. Mais en fait, c'est une idée qui me vient comme ça. Je sais. Ouais, il y a un moment donné où ça peut devenir intéressant quand tu as plus de vues que d'Angular. Après, sur le début, forcément, ça t'apportera plus de coûts encore que ça. Ça peut se tenir d'avoir 2 applications. À partir du moment où on arrive à la cohabitation avec les 2 points d'entrée dans le même index HTML, on peut effectivement commencer à raisonner comme ça. L'autre problématique, c'est que souvent les données, on parlait de store à l'instant, sont partagées entre les composants avec beaucoup d'informations qui est valable à la fois pour la partie Vue et la partie Angular, un contexte tout simplement utilisateur. Et si tu commences à avoir des redirections, ça devient encore plus difficile de faire ce partage de contexte, même si ce n'est pas impossible. Merci. Merci pour la présentation. J'avais une question. Les applications d'AngularJS souvent sont réparties en plusieurs modules. Est-ce que ça pose pas problème justement pour migrer le fait d'avoir séparé un module comme ça? Non, ça se passe bien. En fait, les applications Vue sont encore séparées en plus de modules, puisque chaque fichier est un module. C'est encore plus violent la séparation. C'est juste que c'est transparent avec le module bundler, mais c'est ça que ça veut dire module bundler. Chaque fichier, HTML, CSS, JS, est un module à part entière. Mais tu peux du coup migrer chaque module indépendamment? Oui. Et tu peux migrer, chaque module finalement c'est une branche ou éventuellement un tronc, et chaque module va avoir pas mal de choses à l'intérieur de lui. C'est le même principe, tu vas partir des feuilles pour remonter jusqu'à la racine du module, et ce module devient un point d'entrée Vue. Ça, c'est pas un problème. Ok. Et du coup, AngularJS pourra charger un module qui est potentiellement migré en Vue? Oui. Ok, ça marche. Merci. Moi, j'aurais une dernière question, c'est comment a été gérée la migration de point de vue CSS, style et tout ça? Est-ce qu'il y a eu des modifications apportées? Oui et non. Il y a eu des modifications apportées parce qu'on a changé de librairie de composants. On est passé d'Angular Material à Elements.io. Il y a un Vue Material qui cohabite pas forcément très bien avec AngularJS Material, mais les 2 applications n'ont pas les mêmes CSS chargés en fait. Donc elles peuvent avoir chacun leur scope CSS. Je l'ai pas montré, mais encore plus. Dans un composant Vue, on peut, en plus du template et du script, déclarer juste pour le composant une partie CSS et via Webpack on peut dire que tous les CSS qui sont écrits là-dedans ne s'appliquent qu'à mon composant et ne peuvent pas interférer avec le reste. Donc dans le pire des cas on peut s'en sortir comme ça, et là où on a eu de la réécriture c'était justement pour les composants qui étaient communs. Donc on avait notre bouton en AngularJS avec Angular Material et puis notre bouton avec Elements.io pour qu'ils aient le même style. Il y avait des surcharges en fait de Angular Material faites avant, il y a eu des surcharges différentes à faire sur ces nouvelles parties, mais là c'était un choix technique. Si vous avez l'intégralité de vos CSS écrites avec Bootstrap ou autre, vous allez pouvoir les transposer, les faire rentrer sur vos composants Vue de la même façon en fait. C'est transparent de ce point de vue-là. Ok, merci. Merci à vous. N'hésitez pas en sortant de laisser une petite gommette ou 2 sur le panneau pour donner votre avis sur ce talk. Ah oui, merde, oui.